m'a diagnostiqué d'abord une colopathie fonctionnelle, et puis un problème de vésicule biliaire, on m'a enlevé la vésicule. Ensuite, on a suspecté une anomalie d'implantation de l'urtère, donc un problème rénal. Une anomalie au niveau du côlon aussi. C'est finalement le psychologue du service qui finissait par conclure à une conversion hystérique. Avant d'être diagnostiquée, finalement, je vivais un peu dans une forme de peur permanente. Personne n'était capable de me soulager, ni de me dire ce que j'avais. Et cette peur, elle conduit forcément à un sentiment de tristesse, de solitude, un peu de désespoir aussi. Il aura fallu 2 ans et demi avant que le diagnostic soit posé. Pendant ces 2 ans et demi, j'ai rencontré des urologues, des gynécologues, des gastro-entérologues, des chirurgiens digestifs, des psychiatres. Personne n'a fait le diagnostic à ce moment-là, si ce n'est que ça venait de la tête. Et c'est finalement mon mari, qui est médecin, qui a permis du coup le diagnostic. Les crises que j'ai, ça commence en général par un changement de l'humeur. Je me sens triste, fatiguée, et puis je commence à avoir mal aux jambes. Et ensuite arrivent les douleurs dans le ventre. Et ça, c'est difficile, parce qu'on est plus fragile et on n'est pas outillé à ce moment-là pour faire face à cette douleur. Et cette douleur, elle est incroyable, incroyable. À l'époque où je faisais des crises toutes les 6 semaines, j'étais hospitalisée à chaque fois. Clairement, les crises, ça affecte le quotidien, mais ça affecte aussi entre les crises. C'est-à-dire que plus le temps passe, moins je me sens bien entre les crises. Je garde un état de fatigue chronique, une espèce de tristesse chronique, un manque d'énergie, une apathie. C'est très handicapant, très pesant. Ces crises à répétition, ça a surtout affecté ma famille, mes parents qui devaient s'occuper de mes enfants quand ils étaient petits. Ça a forcément affecté mes enfants aussi, puisque ça a commencé, ils étaient encore petits. Et pareil, ils ont vu leur maman souffrir et être malheureuse. Je me suis relativement repliée sur moi à l'époque. Mes amis, ils ne se rendent pas compte de ce que je vis, vraiment. Ça a changé tellement de choses, cette porphyrie, dans ma vie. Au moment du diagnostic d'abord, où je n'osais plus du tout voyager. J'avais peur de partir dans un pays étranger en vacances parce que je ne savais pas si je pourrais être soignée là-bas. Et puis maintenant, là, au fil des crises, je me restreins de plus en plus, je ne sors plus. Avec mes amis, j'ai annulé un nombre impressionnant de sorties, de cinéma, de restaurants, de musées. Et je fais plus de sport non plus. J'ai plus l'énergie pour ça. C'est pas une vie. La qualité de vie est sérieusement altérée par la porphyrie. J'aimerais bien que tout le monde se rende compte que cette crise de porphyrie, ça se résume pas à un banal mal au ventre. C'est beaucoup plus que ça. C'est toutes les autres douleurs. Et puis c'est cet état psychologique dans lequel vous êtes. C'est tout cet ensemble-là qui est difficile à vivre. Personne ne connaît cette maladie. C'est une maladie rare. Il y a peu de temps, j'ai décidé de m'investir dans la cause des patients. On ne peut plus imaginer qu'il y ait des gens qui restent sur le bord de la route pendant des années sans diagnostic, sans qu'on les écoute. Je m'appelle Isabelle, j'ai 51 ans et je souffre de porphyrie aiguë intermittente.